15 août 1962, zone démilitarisée de Corée. Il est tôt dans l'après-midi, le ciel est clair, la visibilité est parfaite et il n'y a ni brouillard, ni abri, ni chaos. Du côté sud de la frontière la plus fortifiée de la Terre, un soldat américain de 22 ans s'éloigne de sa position assignée et commence à marcher vers le nord. Il ne court pas, ne rampe pas, n'essaie pas de disparaître dans le paysage. Il marche ouvertement, d'un pas régulier, vers des gardes nord-coréens armés postés derrière des barbelés et des sacs de sable, leurs mitrailleuses déjà braquées sur le terrain, découvertes devant eux. Il n'y a pas de voie d'évasion, pas de plan de secours, pas de signal à quiconque de part et d'autre de la frontière. Le soldat croit que s'il est capturé, la punition sera temporaire. Il croit que la guerre froide fonctionne par échange, prisonnier contre prisonnier, homme contre homme. Il croit que l'autre camp ne tirera pas sur quelqu'un qui se rend clairement. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que le pas qu'il est sur le point de faire ne peut être inversé. Parce qu'au moment où il franchira cette ligne invisible dans l'herbe, il ne sera plus un soldat, plus un prisonnier de guerre, et plus un citoyen ayant un moyen de rentrer chez lui. Pendant les 4 décennies suivantes, il restera en Corée du Nord, non pas comme un visiteur ni comme un otage, mais comme un atout permanent de l'État. Il deviendra le seul homme de l'histoire moderne à entrer en Corée du Nord seul, sans armée, sans armes et sans permission, et à ne jamais être autorisé à en sortir. La question n'est pas de savoir pourquoi il a franchi la frontière. La vraie question est de savoir s'il s'agissait d'une invasion, ou du moment où il s'est piégé pour toujours. James Joseph Dresnok est né en 1940 dans la Virginie rurale, loin de la géopolitique, de l'idéologie ou de la guerre froide. Son enfance fut instable, marquée par la pauvreté, un foyer brisé et une exposition répétée à la violence et à l'alcool. L'école n'offrait aucune échappatoire. Et à la fin de son adolescence, peu de voies s'offraient à lui qui promettaient structure ou sécurité. À 18 ans, Dresnok s'est enrôlé dans l'armée des États-Unis, non par patriotisme, mais parce que l'armée offrait quelque chose que sa vie n'avait jamais eu. Des repas réguliers, un salaire et des règles clairement définies. Au début des années 1960, le monde dans lequel il est entré était tendu et volatile. La guerre froide s'accélérait, Berlin venait d'être divisé par du béton et du fil barbelé, et la péninsule coréenne existait dans un état permanent de guerre suspendue. Dresnok fut déployé en Corée du Sud et stationné près de la zone démilitarisée, une étroite bande de terre remplie de champs de mines, de tours de guet et de soldats entraînés à tirer d'abord et à poser des questions ensuite. Loin de chez lui et sous pression constante, son comportement se détériora. Il buvait beaucoup, se battait et violait à plusieurs reprises les ordres. Les dossiers militaires montrent qu'il faisait face à une cour martiale, une accusation grave qui pouvait entraîner des années de prison militaire aux États-Unis. Pour un simple soldat de 22 ans, sans conseil juridique et sans compréhension des conséquences à long terme, cet avenir semblait définitif. À l'intérieur des casernes, des rumeurs circulaient discrètement. Des histoires de soldats américains qui avaient traversé en Corée du Nord et avaient survécu. Des histoires affirmant qu'ils étaient cédés bien traités, utilisés brièvement pour la propagande et finalement rendus par des échanges de prisonniers. Il n'y avait pas d'Internet, pas de nouvelles indépendantes, aucun moyen de vérifier ce qui était vrai. Seulement la peur, l'isolement et des informations de seconde main. Dans l'esprit de Dresnok, la logique commença à se former. La prison aux États-Unis semblait certaine. La Corée du Nord semblait inconnue, mais potentiellement temporaire. Le matin du 15 août 1962, cette incertitude lui sembla préférable à la certitude qui l'attendait du côté sud de la frontière. Appeler plan, ce que James Joseph Dresnok a échafaudé dans sa tête serait généreux, mais pour lui, cela ressemblait à un calcul. Il n'y avait pas de carte, pas de complice et pas de répétition. Ce qu'il avait à la place était une série d'hypothèses, façonnées par la peur et des informations incomplètes. Il croyait que franchir la frontière de jour réduisait le risque de se faire tirer dessus, car la visibilité rendait son intention claire. Il croyait que marcher lentement, sans armes et sans tenter de se cacher, signalerait une reddition plutôt qu'une agression. Il croyait que la Corée du Nord avait besoin de lui vivant, pas mort,
Parce qu'un soldat américain qui faisait défection volontairement était plus précieux comme outil de propagande que comme cadavre. Par-dessus tout, il croyait que la guerre froide fonctionnait par la négociation, que chaque action hostile s'inscrivait dans un cadre tacite d'échange et de revirement. Dans son esprit, l'emprisonnement en Corée du Nord serait temporaire, une période d'attente jusqu'à ce que la diplomatie corrige son erreur. Ce qu'il n'avait pas envisagé, c'était la possibilité que le système de l'autre côté de la frontière ne reconnaisse pas du tout ces règles. Dresnok a également sous-estimé la DMZ elle-même. La frontière n'était pas une simple ligne, mais un obstacle à plusieurs couches, marqué par des clôtures, des panneaux d'avertissement et des champs de mines conçus pour punir l'hésitation et le hasard. Pourtant, la chance, et non la préparation, l'a fait avancer. Il a choisi un point le long de la ligne qu'il croyait moins surveillé et a attendu le milieu de la journée, lorsque les gardes des deux côtés étaient entièrement visibles. Il n'a pas laissé de notes. Il n'a pas prévenu un autre soldat. Une fois qu'il s'est éloigné de son poste, il n'y avait aucun mécanisme pour l'arrêter. Dans les derniers instants avant de traverser, il n'y a pas eu de pause dramatique ou de doute rapporté. Selon des récits ultérieurs, Dresnok a simplement commencé à marcher, pas après pas, vers le nord. Chaque mètre réduisait la possibilité de retour. Chaque seconde l'engageait davantage dans une décision bâtie sur des hypothèses qu'il ne pouvait plus vérifier. Le plan n'avait pas de phase finale, pas de résultat au-delà de la capture. Il n'y avait pas de stratégie pour l'interrogatoire, pas d'attente d'un confinement à long terme et aucune idée de ce que la vie en Corée du Nord exigerait réellement. En l'absence de cette prévoyance, le plan prit fin au moment où il franchit la ligne et ce qui allait suivre serait entièrement décidé par les gens qui attendaient de l'autre côté. Au moment où James Joseph Dresnok a traversé la zone démilitarisée, le contrôle de son destin a basculé instantanément et complètement. Les gardes nord-coréens ne se sont pas précipités sur lui, n'ont pas crié en anglais et n'ont pas offert d'explications. Les armes sont restées levées tandis qu'il était encerclé, fouillé et maîtrisé. Il n'y a eu aucune arrestation formelle ni déclaration de statut. En quelques minutes, il a été retiré de la zone frontalière et transporté loin de la ligne qu'il venait de franchir, les yeux bandés et silencieux, sans comprendre où il allait ni jusqu'où il était emmené. La traversée elle-même n'avait pris que quelques minutes. Les conséquences ont commencé immédiatement. Dresnok a été déplacé à travers une série de lieux sécurisés, chacun plus isolé que le précédent. De la nourriture lui était fournie, mais la communication était restreinte. Il a été interrogé à plusieurs reprises, non pas agressivement au début, mais méthodiquement. Les interrogateurs étaient moins intéressés par les secrets que par la cohérence. Ils posaient les mêmes questions encore et encore, cherchant des schémas, des faiblesses et des contradictions. Dresnok avait peu à donner. Il n'était pas un officier de renseignement. Il n'avait aucune connaissance stratégique. Ce qu'il offrait, c'était son histoire. Et cette histoire est devenue sa valeur. En quelques jours, il est devenu clair qu'il n'était pas traité comme un prisonnier de guerre. Il n'y avait aucune référence aux conventions de Genève, aucune indication d'une libération éventuelle et aucune mention de contact avec le monde extérieur. Au lieu de cela, ses ravisseurs se sont concentrés sur sa transformation. On lui a appris quoi dire, comment le dire et quand se taire. Au fil des semaines et des mois, Dresnok a réalisé que les hypothèses derrière sa décision s'effondraient. Il n'y avait pas de calendrier, pas de négociation, pas de stratégie de sortie discutée à huis clos. La Corée du Nord ne l'avait pas pris pour le rendre, il l'avait pris pour le garder. Sa vie quotidienne s'est installée dans une routine contrôlée. Leçons de langue, instruction idéologique et surveillance constante. Chaque mouvement était observé, chaque interaction était filtrée. La frontière qu'il avait franchie n'avait pas été une erreur temporaire, cela avait été une transition permanente. Dresnok a commencé à comprendre que son rôle n'était plus défini par ce qu'il avait fait, mais par ce que l'État décidait qu'il deviendrait. L'exécution de son plan était terminée, mais l'opération n'avait pas pris fin. Elle était seulement entrée dans une phase qu'il n'avait jamais imaginée, une phase où le temps lui-même devenait le principal instrument de contrôle. Au fil des ans, l'existence de James Joseph Dresnok en Corée du Nord s'est installée dans quelque chose qui n'était ni emprisonnement ni liberté, mais une simulation contrôlée d'une vie normale.
On lui a donné de la nourriture, un logement et du travail, mais rien de tout cela ne lui appartenait. Chaque élément de sa routine était assigné, surveillé et sujet à changement sans explication. L'État ne le punissait pas ouvertement, car il n'en avait pas besoin. Le contrôle s'exerçait par la dépendance et l'isolement. Dresnok était tenu à l'écart des citoyens ordinaires et placé aux côtés d'autres défecteurs étrangers, y compris un petit nombre de soldats américains qui suivraient en plus tard le même chemin à travers la frontière. Ensemble, ils vivaient sous surveillance constante, conscients que toute déviation du comportement attendu pouvait entraîner une disparition plutôt qu'une simple discipline. Au fil du temps, Dresnok a été formé pour remplir une fonction spécifique. Il a appris le coréen couramment, a mémorisé des scripts idéologiques et a été distribué dans des films produits par l'État, conçus pour dépeindre les Américains comme cruels, instables ou moralement corrompus. À l'écran, il a joué à plusieurs reprises des méchants, criant des ordres, maltraitant des civils et incarnant l'image que le régime voulait que ses citoyens craignent. Hors écran, il a suivi les instructions avec soin, comprenant que la coopération était la seule monnaie qu'il possédait. L'État a progressivement étendu ses privilèges, non pas comme une récompense, mais comme un renforcement. Il lui a été permis de se marier, bien que la relation ait été arrangée. Il a été autorisé à élever des enfants, bien que leur avenir soit prédéterminé par son statut. On lui a donné un appartement, bien qu'il ne puisse jamais choisir où vivre. Pour les observateurs extérieurs, cela semblait être de la survie, voire de l'adaptation. Mais la survie avait un coût qui s'accumulait silencieusement. Dresnok ne pouvait pas quitter le pays, ne pouvait pas contacter sa famille aux États-Unis et ne pouvait pas contrôler le récit de sa propre vie. Tandis que le monde extérieur avançait, des guerres prenaient fin des gouvernements tombaient et la guerre froide elle-même se dissolvait. Dresnok restait figé dans le rôle qui lui avait été attribué des décennies plus tôt. L'invasion qu'il croyait temporaire était devenue permanente. La Corée du Nord n'avait pas besoin de le convaincre de son idéologie. Elle avait seulement besoin qu'il reste utile, visible et contenu. Au moment où Dresnok a pleinement compris cette réalité, la possibilité de retour n'existait plus, non pas parce qu'elle était interdite, mais parce que le temps lui-même avait effacé tout chemin de retour. Du point de vue de l'armée des États-Unis, la disparition de James Joseph Dresnok a été rapidement enregistrée puis discrètement classée. Un simple soldat qui avait traversé seul la DMZ n'avait aucune valeur stratégique et ne possédait aucune connaissance classifiée justifiant une négociation. Officiellement, il fut répertorié comme déserteur. Il n'y aurait aucune tentative de sauvetage, aucune campagne de pression diplomatique et aucun effort public soutenu pour le ramener chez lui. Au fil des années, Dresnok est devenu moins une personne et plus une note de bas de page, ne refaisant surface que lorsque des matériaux de propagande nord-coréens étaient analysés par les agences de renseignement ou lorsque des journalistes étrangers le rencontraient brièvement sous étroite surveillance. Chaque apparition confirmait la même réalité. Il était vivant, coopératif et entièrement hors de portée. En Corée du Nord, le rôle de Dresnok est resté stable et inchangé. Il a continué à apparaître dans des films et des émissions, renforçant le récit de l'État tout en menant une vie qui semblait extérieurement stable, mais intérieurement contrainte. Les hypothèses qui avaient motivé sa décision initiale n'ont jamais été corrigées par la diplomatie ou l'échange. La Corée du Nord ne rendait pas les défecteurs, elle les absorbait. Au fil du temps, même la possibilité d'évasion est devenue théorique. Dresnok avait vieilli, fondé une famille et passé plus d'années dans le pays qu'il n'en avait jamais vécu aux États-Unis. Lorsqu'il est décédé en 2016 à l'âge de 76 ans, ce ne fut pas dans une cellule de prison ou sous des circonstances dramatiques, mais tranquillement, à l'intérieur du système qu'il avait intégré volontairement plus d'un demi-siècle auparavant. Sa mort n'a pas déclenché de déclaration ou de négociation. Elle a simplement confirmé ce qui était vrai depuis longtemps. La frontière qu'il a franchie en 1962 n'était pas un seuil temporaire mais une limite permanente. Dresnok n'a pas laissé derrière lui un héritage de victoire ou de défi. Ce qui est resté, c'est une décision unique prise sous pression, façonnée par la désinformation, la peur et l'urgence.
et une vie passée à en payer le prix d'une manière qu'aucune peine de tribunal n'aurait jamais pu égaler. James Joseph Dresnok n'a pas franchi la frontière avec une arme, une unité ou un plan pour conquérir un territoire. Il l'a franchi seul, poussé par la peur, la pression et la conviction que chaque système avait une sortie. Au sens littéral, son action fut simple. Un homme marchant vers le nord à travers une ligne dans l'herbe. Mais en effet, ce fut une invasion sans armée, une entrée sans permission et une décision qui a remodelé le reste de sa vie. Pendant plus de 40 ans, Dresnok a vécu dans un pays où il n'avait jamais eu l'intention de rester, jouant un rôle qu'il n'avait jamais choisi, sous des règles qu'il n'a jamais comprises avant qu'il ne soit trop tard. Il a survécu, mais la survie est venue sans liberté, sans retour, et sans la capacité d'annuler le moment qui a tout défini par la suite. Son histoire ne se termine ni par une rédemption, ni par une punition, seulement par la permanence. Un seul pas, fait sous l'hypothèse que rien n'était définitif, est devenu l'acte le plus définitif de sa vie. La question reste donc ouverte. James Joseph Dresnok a-t-il échappé à un système qui était sur le point de le détruire, ou est-il entré volontairement dans un système qui le consumerait plus complètement? Dans un monde défini par les frontières, l'idéologie et le pouvoir, son histoire laisse derrière elle une vérité inconfortable. Parfois, le vol le plus dangereux n'est pas de dérober de l'argent, des secrets ou un territoire, mais de parier tout son avenir sur la conviction que quelqu'un d'autre finira par vous laisser partir.